Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 17 septembre 2020 et les indices se sont fortement repliés hier dans la nuit suite à l'intervention de la Réserve fédérale américaine. Et donc les indices américains ont terminé la session de mercredi en repli avec le Dow Jones qui a terminé près de l'équilibre, alors que le S&P 500 a perdu 0,5% et le Nasdaq s'est replié d'1,3%. Pardon, et le sentiment négatif, le sentiment baissier s'est prolongé lors de la séance asiatique avec le Nikkei en repli de 0,66%, le Kospi coréen de 1,25% et le Hang Seng de 0,3%. En Australie, le S&P ASX 200 a chuté de 1,10% et en ce début de séance européenne, nous avons pu assister à un repli, un test de support avant de repartir quelque peu à la hausse. Mais nous allons détailler tout cela bien entendu lorsque nous allons nous intéresser au compartiment action. Et donc la Réserve fédérale américaine s'est engagée à maintenir les taux d'intérêt à un niveau proche de zéro et ce au moins jusqu'en 2023. Et Jérôme Powell a mentionné que l'économie américaine continuait à se redresser mais que le rythme devrait ralentir en raison de la hausse des infections au Covid-19. Donc ici, visiblement, les investisseurs ont été se sont sentis quelque peu perdus d'un côté avec ce discours ultra dovish, de l'autre côté des prévisions, de l'autre côté une Fed qui semble se féliciter de la vigueur du rebond économique. Et donc il s'en est suivi un repli et aujourd'hui on tente de retrouver des couleurs. De son côté, la Banque du Japon a maintenu son taux d'intérêt directeur à court terme à moins 0,1%. Les décideurs politiques ont déclaré que l'économie nationale restait dans un état préoccupant, mais qu'elle a commencé à se redresser après la reprise progressive de l'activité des entreprises. En Australie, le taux de chômage a chuté de manière inattendue à 6,8% en août après avoir atteint en juillet son niveau le plus élevé depuis près de 22 ans, soit 7,5%. Et donc il est ressorti inférieur au consensus du marché qui tablait pour 7,7%. Juste à côté à présent, en Nouvelle-Zélande, le PIB a diminué de 12,2% par trimestre au cours des 3 derniers mois précédents juin 2020, après une baisse de 1,4%, révisée à la baisse au cours de la période précédente et par rapport aux attentes du marché, les attentes du marché qui tablaient pour une contraction de 12,8%. Et donc le ministre du gouvernement britannique déclare que de nouvelles restrictions seront imposées au nord de l'Angleterre en raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19. Et le président Donald Trump a déclaré qu'il avait été informé d'une proposition qui prévoit qu'Oracle devienne un fournisseur de technologie de confiance pour les opérations américaines de TikTok, mais il n'est pas favorable à l'idée que la firme chinoise garde le contrôle. Et ça aussi, c'est un élément qui est venu peser sur le sentiment de marché juste avant l'ouverture de la séance cash européenne, car effectivement, le repli s'est prolongé et donc cette annonce, cette déclaration de Donald Trump a également pesé sur les marchés. On retrouve quelque peu des couleurs, comme nous l'avons dit. Nous allons aborder tout cela plus dans le détail. Nous allons avant cela nous intéresser au calendrier économique. Alors aujourd'hui, nous prendrons... Alors, il doit me manquer certaines données. Voilà, le Royaume-Uni. Très bien. Donc aujourd'hui, nous prendrons connaissance de la décision de la politique monétaire de la BOE. Ce sera donc la prochaine décision banque centrale dont nous prendrons connaissance. Mais aujourd'hui, on prendra également connaissance des données sur le marché de l'emploi, les données hebdomadaires. Donc une séance intéressante. Les mises en chantier également et les permis de construire seront suivis par les opérateurs, mais principalement concernant le marché du travail. Mais ce n'est pas que cela. Ce n'est pas que cela, car aujourd'hui, il y aura donc la réunion du comité de l'OPEP à Vienne et le sujet, ce sera simplement les Émirats Arabes Unis. Pourquoi car les Émirats Arabes Unis n'ont implémenté que 10% de leur engagement en août, en boostant donc la production à hauteur de 240 000 barils par jour, ce qui a repoussé donc la production à 3,11 millions de barils par jour. Donc, et selon le rapport mensuel, et toutes ces données sont issues du rapport mensuel de l'EIA que vous pourrez retrouver assez facilement sur Internet. Et donc selon les données de tracking des tankers, les Émirats Arabes Unis auraient exporté 2,7 millions de barils par jour et auraient accumulé 113 000
barils par jour de stock de pétrole brut. Donc les Émirats qui ne respectent pas l'accord de réduction de production, et ce sera principalement donc le sujet du jour pour cette réunion donc du comité de l'OPEP à Vienne. Donc prudence pour le pétrole. Le pétrole qui est en train, encore une fois, de tenter de sortir de son nuage. On va en parler, on a pas mal débriefé du pétrole hier. On est dans le scénario où le nuage a bien été intégré. On a tenté, les cours ont tenté de sortir de ce nuage, mais il y a eu un refus à ce niveau-là. Alors, est-ce que le pétrole va réussir à le faire? On va en parler un peu plus tard. On va débuter, comme à notre habitude, par les indices boursiers. Et donc le DAX qui est toujours dans cette étroite fourchette de négociation, qui ne parvient pas à trancher, qui est supporté par Sakijun et sa Tenkan, mais qui est borné par les 13 350 points. Qu'en est-il en données intraday? En revanche, on a eu un gros signal, notamment la sortie du nuage, mais surtout ce franchissement de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Les cours oscillent autour de cette moyenne mobile et sont allés la franchir avant de tenter un pullback. La moyenne mobile vient d'être renforcée par la Tenkan et la Kijun également. Donc ici, on a un gros niveau de résistance qui est en train d'agir sur les cours, et donc juste après, un second niveau de résistance qui sera matérialisé par le nuage. Donc pour l'heure, des perspectives à court terme qui restent baissières. Il faudrait s'affranchir de ce cluster, mais également du nuage. Sinon, il y aura d'importants supports à franchir en vue d'approfondir le repli. Donc voici les différents niveaux de support, des niveaux qui sont simplement issus de tous ces paliers, les paliers de Kijun et de SSB principalement. Alors pour l'heure, tentative de redressement des cours du DAX, mais qui ont échoué au contact de cette zone de résistance. Donc je suis relativement neutre pour le moment, à moins que le repli vienne s'approfondir et que l'on arrive à passer en dessous des 13 080 points. Alors le CAC 40, lui, est allé tester son nuage et encore une fois nous fournit un très bon point d'entrée en allant testant ce nuage, car lui n'a pas donné de signaux de faiblesse, contrairement au DAX allemand, le DAX qui allait s'affranchir donc de son nuage H1 et qui est allé franchir sa moyenne mobile à 200 périodes. Le CAC 40 en H4, lui, est simplement allé tester son nuage. Cependant, à noter qu'en H1, il en est sorti par le bas, mais il reste toujours à l'intérieur de son canal haussier. Il n'est pas allé franchir la borne inférieure ici de son canal. Il n'est pas allé franchir cette oblique haussière, tout simplement, canal ou pas. L'important, nous l'avons suffisamment répété, le signal baissier sera donné sur le CAC 40 lorsque l'on aura un franchissement ici de cette borne inférieure. Ce n'est pas le cas, nous sommes encore largement à l'intérieur. D'un point de vue H4, nous avons même le nuage qui vient renforcer la borne inférieure, donc des perspectives haussières à court terme, avec un bon point d'entrée qui nous a été donné par le test du nuage, par le test de la Kijun également, et donc les niveaux à aller chercher sont les 5070 en cas de poursuite donc de ce momentum haussier. Qu'en est-il pour le Nasdaq? On va s'attarder encore un peu plus sur le Nasdaq. Hier, nous avions abordé ces deux visions. D'un côté, la vision d'une ETE, d'une épaule tête-épaule inversée, et de l'autre côté, de la probabilité d'un double creux, d'un double bottom. Alors donc voilà le Nasdaq en données journalières. Nous allons passer au Nasdaq en données H1. Donc, nous avions parlé de cette potentielle ETE, une ETE qui pourrait se confirmer et donc mettre de côté l'éventualité d'un double creux. Alors, à l'heure actuelle, on fait face à deux scénarios. Ce sont des scénarios d'un retournement haussier imminent. Alors, le scénario d'un double creux a été invalidé. Pourquoi? Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous avions deux creux auparavant. Un premier à ce niveau-là, le second se situait ici, et donc notre ligne de coup était à 11 550 points. Nous avons refusé, le Nasdaq a refusé le franchissement de la ligne de coup et a même approfondi le repli suite à un croisement de la moyenne mobile à 200 périodes avec la moyenne mobile à 50 périodes. C'est ce que l'on appelle une dead cross. Et donc c'est un signal baissier. Effectivement, le repli s'est approfondi par la suite. Si jamais le repli prend fin ici à 10 935, comme précédemment,
on ferait face à un triple creux cette fois-ci. Un triple creux car il y a encore une fois une vallée entre le second creux et l'éventuel troisième creux. Donc pas de double creux, un éventuel triple creux, mais si on n'arrive pas jusque-là, l'hypothèse d'une TE inversée reste toujours d'actualité. Pourquoi? Car il est à noter que le repli s'est vu freiné ici par le prolongement de la ligne de coup. Ce niveau-là correspond à la ligne de coup. Et on peut constater effectivement que c'est très exactement le niveau qui est venu stopper la baisse et donc peut-être un simple pullback après franchissement de la ligne de coup, ce qui est très fréquent et donc ce qui garde d'actualité l'objectif théorique à 11 840 points. Si nous avons affaire à un triple creux, donc dans ce cas-là, il faudrait que la baisse s'approfondisse jusqu'à 10 935 et que l'on reparte à la hausse. Bien entendu, il y aura de nombreux obstacles avant d'atteindre la ligne de coup. Et donc, franchissement de ligne de coup, dans ce cas-là, ce serait un triple creux. Et là, ce serait pour aller chercher un niveau très intéressant. Ce niveau qui est à 12 140 environ. Et on peut le voir graphiquement ici, c'est un réel support. C'est très exactement le niveau que l'on est allé chercher à 2 reprises. Très exactement à ce niveau-là et ici. Et donc, cela a clairement du sens. Et ici, ce scénario d'un triple creux aurait de fortes chances de se réaliser si jamais on vient chercher ce niveau-là et qu'il y a un fort momentum aussi qui nous permet de gravir les différentes résistances. Donc voilà pour les hypothèses techniques concernant le Nasdaq. Le Nasdaq attire grandement l'attention dernièrement. Il a attiré l'attention de par son rallye, justifié ou non, malgré la surévaluation des big tech américaines. Il a attiré l'attention également par le comportement de SoftBank qui a alimenté le rallye haussier des tech américaines par le biais de calls, par le biais d'options d'achat, et donc qui s'était exposé à des calls sur des montants extrêmement considérables, ce qui a également entraîné le repli que nous avons connu sur le Nasdaq. Donc un Nasdaq qui est peut-être en train de nous dessiner une figure chartiste, ou un Nasdaq qu'il a peut-être déjà validé en franchissant la ligne de coup et qui va aller chercher son objectif théorique. En tout cas, nous avons bien détaillé les différents scénarios techniques. Donc on écarte le double creux, étant donné que nous n'avons pas franchi la ligne de coup, et donc possible triple creux, voire une TE inversée toujours d'actualité si on ne passe pas en dessous de la ligne de coup, une ligne de coup qui résiste pour le moment et qui a maintenu le repli des valeurs technologiques américaines. Donc ceci étant dit, on va s'intéresser aux autres indices américains qui, à l'image du Nasdaq, se sont repliés hier, et d'ailleurs on peut le constater ici, le Dow Jones en données H1. Souvenez-vous, cette oblique baissière qui reliait les différents sommets de court terme, qui nous avait donné un signal lors de son franchissement. C'était un beau signal haussier d'ailleurs qui nous avait permis d'aller chercher les 28 145 pour finaliser cette vague haussière. Alors on a essayé à maintes reprises de se hisser au-dessus, et donc par la suite, suite à la Réserve fédérale américaine, on est venu franchir le nuage et on est passé en dessous de cette oblique haussière. Et à l'heure actuelle, on est en train de tenter de se hisser à nouveau au-dessus. Donc une grosse résistance ici sur le Dow Jones qui est en train d'agir, et c'est cette interaction des cours du Dow Jones avec cette oblique baissière seront cruciales pour la suite. Soit on arrive à se maintenir au-dessus, et donc dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher les prochains paliers d'SSB, donc les 27 840, voire les 28 000, soit on n'y parvient pas, et donc on va à nouveau chercher les précédents creux à 27 450, voire ici les 27 200. Alors le S&P 500, lui, a largement, n'a laissé même aucune chance à cette oblique baissière, qui relie les différents sommets de court terme. S'en est considérablement éloigné et semble, le S&P 500, lui, semble former ici son triple creux, contrairement au Nasdaq qui n'est pas allé jusqu'au support ultime. Il semblerait que le triple creux soit d'ores et déjà présent ici sur le Nasdaq, et donc un triple creux qui, avec pour ligne de coup, et donc je vous rappelle que le franchissement de la ligne de coup nous donne le signal, comme ligne de coup les 3420 points, et donc un objectif théorique que l'on obtient en reportant à la hauteur de la figure sur le niveau de la ligne de coup, et donc un objectif théorique qui nous propulserait ici, parce que c'est bien le terme, à 3500
40 points. 3540 points, également un gros niveau à l'image du Nasdaq. Et ça aussi, c'est très intéressant car, encore une fois, ça a du sens. Donc un gros niveau à aller chercher, on peut le constater ici, et ce serait l'objectif théorique de ce potentiel triple bottom. Donc à voir que nous réserve Wall Street d'un point de vue technique. Donc aujourd'hui, on aura déjà plus d'indications, notamment sur le Nasdaq, à savoir si c'est un triple creux ou un simple pullback de l'ETE inversé. Donc ça, c'est mon autre graphique du Nasdaq, hein, avec Ishimoku. Je retire quelques éléments. Ici, c'était justement notre ligne de coup. Et ici, en affichant le rayon, on va constater directement, voilà, à quel point ça agit ici en tant que support. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières, avec beaucoup de mouvements également sur les matières premières. Des mouvements qui peuvent être étonnants. Donc voilà, ici, après le franchissement pseudo-franchissement du triangle symétrique, peut-être un pullback sur le gold. En tout cas, pas d'inquiétude à ce niveau-là. On garde en tête notre nuage journalier. On garde en tête également les différents supports, notamment ici cette Tenkan en palier 1940 et la moyenne mobile simple à 50 périodes qui envoie de nouvelles troupes en renfort, si je puis dire, pour renforcer ici le support, pour renforcer, pour maintenir les cours du gold. Donc une moyenne mobile à 50 périodes qui renforce le support actuel, un support actuel qui est composé même du nuage. Hein. Tout cela sera une zone de support, car je vous rappelle que le nuage freine la progression des cours. Qu'en est-il concernant le gold en données intraday, en données H1? Le gold a refusé sa sortie de nuage, mais plus largement, mais avant cela, hier, le gold a refusé de franchir l'oblique baissière. Donc encore une fois, on allait chercher, se rapprocher des 1970. Décidément, hein, cette oblique baissière parvient bien à contenir les cours du gold, mais le nuage également a fait son boulot et vient suspendre les cours du gold aux alentours des 1944. Alors bien entendu, ici, nous sommes complètement neutres. Seul un passage sous les 1936 serait un signal baissier pour aller chercher dans un premier temps 1928, voire les récents creux à 1909. Et en revanche, une sortie du nuage par le haut nous indiquerait une éventuelle reprise du momentum haussier, mais il faudra se baser sur le franchissement de cette oblique baissière. Seul un franchissement de cette oblique baissière nous permettrait de reprendre la tendance haussière sur le gold, une oblique baissière qui met de plus en plus de pression sur les cours, hein, au fur et à mesure du temps. Cette oblique baissière vient se rapprocher du nuage et au bout d'un moment, donc, les cours devront faire un choix. Ils devront soit s'affranchir de l'oblique baissière, soit s'affranchir du nuage. Donc très certainement très prochainement une issue pour les cours du gold, donc à suivre de très près. Qu'en est-il du pétrole WTI? Le pétrole WTI vient réintégrer son nuage, mais semble échouer, nous sommes en journalier, semble échouer sur sa Kijun. Avant cela, avant d'envisager des perspectives haussières, il est très important donc de prendre de la hauteur, hein, pour le pétrole. Ici, certes, il y a une très belle reprise, hein, que l'on peut constater. Ce catalyseur haussier est venu de cet ouragan Sally qui est venu arrêter 25% de la production aux États-Unis, notamment dans le golfe du Mexique. Mais bon, il faut savoir qu'il y a d'autres éléments fondamentaux qui vont peser sur les cours à moyen terme d'un point de vue technique ici. Également, il faut savoir que pour une éventuelle reprise de la hausse, il faudra plusieurs choses, hein. Il faudra sortir du nuage, il faudra également s'affranchir de ce palier de Kijun, les 41,60, mais plus important que cela, il faudra s'affranchir de cette oblique baissière. À ce niveau-là, il faudra s'affranchir de cette oblique baissière et donc de cette moyenne mobile à 50 périodes. Et à quoi correspond cette oblique baissière? Je pense que il en faudra beaucoup pour la franchir. C'est une oblique qui vient relier ici en données journalières, qui vient relier le sommet le sommet du 7 juin 2020 avec le récent sommet de la fin du mois d'août. Donc allons-nous ici
poursuivre à la hausse sur le pétrole et donc sortir du nuage, aller marquer de nouveaux sommets. C'est très difficile de l'envisager, mais en tout cas, le pétrole fait preuve de force hein, actuellement et tente de sortir du nuage. Alors, j'anticipais un pétrole au maximum à 39,90. Hier, il est parvenu à aller tester les 40,33 avant de réintégrer son nuage. Il repart à l'attaque aujourd'hui. Et il repart attaquer sa Kijun en palier et donc le seuil psychologique des 40 $. Alors il n'y est pas parvenu hier, ce qu'il va y parvenir aujourd'hui. On garde à l'esprit tout de même la réunion des membres de l'OPEP et on garde à l'esprit donc la non-conformité des Émirats Arabes Unis à l'accord de réduction de production, sans parler de la baisse des estimations de demande de pétrole. Donc bon. Malgré ce momentum haussier et malgré cette nouvelle tentative à l'heure actuelle du pétrole WTI, j'ai du mal à le voir poursuivre à la hausse à moyen terme. Donc prudence à cette réunion, mais il ne faudra pas se le cacher en cas de sortie par le haut du nuage, ce serait un signal haussier. Alors après, est-ce que le pétrole parviendra à aller plus loin que les 40-60, voire les 41-12? C'est encore plus difficile à envisager, mais face à ce momentum haussier, il faudra tout de même garder à l'esprit qu'une progression, qu'une hausse de court terme pourrait être amorcée sur le pétrole WTI, mais il faudra s'affranchir hein, de cette zone de résistance, une zone de résistance qui sera attaquée très prochainement par notre lagging span. Donc malgré un signal de sortie par le haut du nuage, ce signal ne sera pas validé dans l'immédiat et ça prendra pas mal de temps pour une validation de ce signal, car notre lagging span devrait faire face au nuage également. Donc après les cours, ce sera la lagging span et donc ce sera à elle de s'attaquer à cette zone de résistance. Donc est-ce que cette sortie du nuage permettrait d'envisager un WTI à 42,50? Je ne pense pas. Mais ce serait quand même un signal de hausse à très court terme. Donc prudence sur les pétroles, notamment notamment aujourd'hui, lorsque les membres de l'OPEP devraient se rencontrer à Vienne pour parler donc du respect de l'accord de la réduction de production de pétrole brut. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange hein, très rapidement avec sans grande surprise beaucoup de mouvements hier. C'est le cas habituellement hein, lorsque nous avons les comptes rendus du FOMC de la Réserve fédérale américaine. Mais il faut noter que le biais vert ne parvient pas hein, à venir s'affranchir de ce niveau-là. Nous allons en afficher le rayon pour constater la force de cette résistance et il se replie actuellement en direction de son nuage. Un nuage qui fera office ici très certainement de support, très difficile de s'en affranchir. Mais en tout cas, ce repli du billet vert vient permettre à l'euro-dollar de retrouver des couleurs. Hein. L'euro-dollar qui avait franchi la borne inférieure de son canal haussier, qui tente de retrouver des couleurs actuellement et qui pourrait trouver une barrière de taille à 1,1810 ici, donc ce palier de Kijun. À voir si l'euro-dollar parvient à maintenir ce momentum haussier pour réussir à se hisser au-dessus des 1,18. Donc on reste plutôt dans l'observation actuellement. Tout l'enjeu de l'euro-dollar sera de se stabiliser au niveau des 1,1810. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Hein. J'espère que vous avez pu aborder la séance d'hier sans prendre trop de risques hein, au vu de la volatilité, notamment en cours de soirée. Alors aujourd'hui, prudence hein, à cette réunion des pays membres de l'OPEP, prudence aux chiffres sur l'emploi et à la BOE. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Encore une fois, merci pour votre fidélité, merci pour votre temps. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis ou à poser vos questions directement en commentaire. On se donne rendez-vous à demain. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.